après, ça... Ah, ça marche là en fait. Ok, bon, bonsoir à tous. Donc on va parler de i3 en fait ce soir. Donc i3, qu'est-ce que c'est? C'est un gestionnaire de fenêtres et juste de fenêtres, rien d'autre. C'est-à-dire qu'il va pas gérer votre bureau, il va pas gérer. Bah, si vous voulez un gestionnaire de bureau, vous prenez un gestionnaire de bureau en gros. Lui, son boulot, c'est de gérer les fenêtres et il le fait bien. Donc pour définir ce que c'est i3, comme gestionnaire de fenêtres, c'est un gestionnaire de fenêtres dynamique. C'est-à-dire, c'est un tiling dynamique. Donc tiling, c'est qu'il va organiser vos fenêtres pour vous. Mais dynamique, c'est que vous avez quand même le contrôle dessus. Donc voilà, donc je pense que la plupart d'entre vous ont déjà au moins vu i3, si ce n'est utilisé pendant la piscine. Donc les fonctionnalités de base, je vais les montrer assez rapidement. Et après, je vais passer à des fonctionnalités un peu moins connues. Mais ça se trouve assez facilement dans la doc. La grande force de ce projet, c'est que la documentation est vraiment très bien faite. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est la philosophie i3. C'est un gestionnaire de fenêtres qui a été fait pour l'efficacité, la productivité. Ça n'a pas été fait pour avoir des trucs jolis, des widgets, des icônes, tout ça. C'est sur la page principale du projet, vous allez voir que la plus belle des décorations pour des fenêtres, c'est une bordure de 1 pixel et c'est tout. Donc voilà, si vous vous posez des questions, comment mettre des icônes, comment avoir des trucs transparents et tout, bah, c'est pas dans i3 qu'il faut le chercher, il faudra aller chercher un peu ailleurs. Si vous avez des questions à la fin, vous pouvez les poser évidemment si vous n'avez pas à faire des trucs ou n'importe quoi. Donc déjà, i3, quand vous faites apparaître une fenêtre, elle prend tout l'écran. C'est le principe du tiling Windows Manager. Chaque fois, votre écran, il va occuper toute la place disponible. Vous ne voulez pas perdre de place et on ne va jamais avoir des fenêtres qui se superposent. Donc voilà, efficacité. Vous avez en haut à droite le numéro des bureaux. En fait, si vous avez donc plusieurs bureaux, là j'en ai 3 ouverts par exemple, 1, 2 et 3. Donc vous pouvez changer, ça va changer entièrement votre... Donc voilà, ça change. Bon, il y a des terminaux partout sur les trucs. Ensuite, donc, quand vous ouvrez un deuxième terminal, donc c'est Windows Entrée par défaut, ou n'importe quelle application, vous allez voir que l'écran va se couper en deux. C'est le comportement par défaut. On occupe toujours tout l'écran et on donne une taille équitable à chaque fenêtre. Là, c'est le truc de base. Si on ouvre une troisième, on va voir que ça va couper en trois, par exemple. Voilà. Ensuite, là, le principe, i3, il utilise un principe d'arbre. Donc un arbre, comme vous l'avez vu en cours d'algo. Donc c'est un peu difficile de s'y repérer au début parce que, au final, les fenêtres, c'est pas parce que vous avez deux fenêtres une à côté de l'autre que si vous vous déplacez d'un cran, vous allez tomber sur celle à côté. Ça n'a rien à voir avec le placement des fenêtres, c'est vraiment la représentation d'un arbre en mémoire. Si vous regardez le code source, vous allez voir que c'est exactement un arbre comme vous l'avez vu en cours d'algo avec insertion d'un nœud, suppression d'un nœud, parent, fils, etc. Donc les commandes de base pour U3, vous avez splitté verticalement, horizontalement. Donc si on prend par exemple cette fenêtre, je fais un split vertical, on voit qu'il va dire cette fenêtre c'est un nouveau conteneur, je vais le couper en deux, et après donc il va organiser mes fenêtres comme ça. Pour développer le truc de base en général qu'on fait, ce que la majorité des gens font, c'est qu'on prend un terminal pour le code à gauche et deux terminaux à droite pour débugger. Enfin après ça dépend des gens. Je sais pas si tu arrives à suivre niveau binding. Donc voilà, split horizontal. Alors i3, là où on dit qu'il est dynamique et ce qui est vachement pratique par rapport à d'autres gestionnaires de fenêtres, parce qu'en fait on va pouvoir changer de mode et passer en mode stack ou en mode tab. Donc le mode stack et le mode tab. Donc le mode stack et le mode tab en fait, c'est vous allez pouvoir regrouper des fenêtres par comme vous voulez en fait. Donc par exemple là je suis en mode stack, les fenêtres sont une au-dessus de l'autre et il n'y en a qu'une seule qui est affichée. Donc là il n'y en a qu'une seule à la fois qui est affichée. Donc ça permet par exemple en général si on a un projet ouvert avec plusieurs fichiers sources et qu'on ne veut pas les mettre dans le même Vim pour une raison que j'ignore d'ailleurs, on va ouvrir deux terminaux par exemple et on va mettre un Vim dans chaque et donc du coup ça optimise pas mal l'espace. Ça c'est les fonctionnalités de base. Enfin, je pense que tout le monde ici a déjà utilisé 3, je vais pas m'attarder sur ces fonctionnalités. Si bon stack, base, voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là déjà ou pas en fait?
s'il y a un truc qui est pas clair du tout ou pas, parce que c'est un peu improvisé comme truc. Pour ce qui est des fonctionnalités qu'on connaît un peu moins, je vais pas en venir ici parce que c'est vraiment que vous avez un gros usage de Windows Manager. Vous pouvez mettre en fait, i3 il a des modes comme sous Vim, c'est-à-dire en fonction de votre état, vous avez vous êtes dans plusieurs modes. Donc de base, vous avez une fenêtre en mode tile déjà. On va commencer à en mettre une en flottante. Voilà, donc i3, on peut avoir des fenêtres flottantes, c'est pas un souci, même si bon, c'est pas fait pour quoi, mais c'est toujours pratique. Voilà, une fenêtre flottante, tout con, vous pouvez la remettre avec, pareil, voilà. Donc les différents modes en fait, c'est comme sous Vim. Par exemple, si je prends une fenêtre en flottante, vas-y, une fenêtre en flottante, je vais faire Windows R. Vous allez voir en haut que je suis dans le mode resize. Dans le mode resize, c'est-à-dire que toutes mes touches vont être attrapées, elles vont pas être interprétées comme en mode normal, elles vont être interprétées pour ce mode. Par exemple là, si je bouge les flèches ou n'importe quoi, ça va réduire la taille de ma fenêtre. Donc voilà, bon après chacun, bien sûr on peut le faire à la souris, c'est toujours plus facile, même si le principe de U3 c'est d'utiliser le moins la souris possible. Une fonctionnalité qui est assez peu connue et qui est vraiment, mais alors vraiment utile moi je trouve, s'appelle le Scratchpad. En fait c'est pour envoyer une ou plusieurs fenêtres, c'est pour la faire disparaître de l'écran mais réapparaître en une touche. Donc, les raccourcis clavier, moi je les ai changés, donc je vous invite à regarder la documentation parce que dans la configuration de base ils y sont pas. Donc moi par exemple j'envoie une fenêtre en Scratchpad, vous avez vu qu'elle a disparu de l'écran. Donc là je suis en train de travailler, d'un coup je veux revoir cette fenêtre. J'appuie sur Windows O, elle apparaît au milieu de l'écran. En général, moi, ce que je fais, c'est que je mets le TP, le sujet du TP, je code, et dès que j'ai besoin de retourner référence, voilà, vous avez une fenêtre qui peut s'afficher. En fait, elle est sur un workspace qui est caché, on va dire. Voilà pour la base de la base. Oui, ça marche. Voilà, après, en haut à droite, vous avez une barre qu'on appelle 3 statuts, et je vais parler. Hein? 2 secondes, le temps que je vais mettre mes slides. Et qu'on file le câble. Ça marche complètement. Ouais. Donc i3 status, c'est la petite barre qui est le superbe description que je ne vous avais paramétré, réseau tout ça. Et alors là, du coup le premier truc, colors true parce que bon c'est quand même bien d'avoir par exemple ces interfaces réseau avec du vert si ça marche, du rouge si ça marche pas. Intervalle 1 pour lui dire de se refresh tous les secondes parce que c'est stressant d'avoir toutes les 5 secondes. Ah, ah. Enfin bref. Et output format i3 bar parce que c'est le logiciel c'est le truc que j'utilise pour la barre qui est celui de base il me semble. Là vous avez les order plus égal tout plein de trucs qui dit en fait juste dans quel ordre vous allez afficher vos petits modules dans la barre. Donc celui-là c'est celui qui sera le plus à droite et celui-là c'est celui qui sera le plus à gauche. Et après vous avez la configuration de chaque petit module. Donc là Ethernet EM0 vous mettez juste l'interface. Donc sur les racks les FreeBSD c'est EM0. Vous mettez un petit format, genre s'il va bien, vous mettez EM0, l'IP, la speed. Enfin, vous avez plein de petits trucs comme ça qui sont expliqués dans la doc. Hein, je ne peux pas tout lister. Et là, le format quand il est down, il sera pas content. Et là, vu que c'est un truc déjà tout fait, s'il est en up, il mettra format up et il l'affichera en vert. Et sinon, il l'affichera en rouge. Enfin, voilà. Time zones pour avoir TZ time, c'est le truc pour avoir le temps, donc vous formatez avec plein de formats comme vous voulez, ça peut faire le café. CPU usage, j'imagine que c'est assez clair. Disque pareil, disque pour sans free, vous affichez ce que vous avez de free sur votre disque. Et là, volume, c'est pour afficher le pourcentage de volume actuel. Hein, donc voilà, et ça c'est pour que ça marche sous BSD parce que de base c'est 1 et pas 0 parce qu'ils ont envie. Donc là, avec la conf de base, juste ce que j'ai montré, on a un truc déjà pas mal, hein, c'est bien. On a l'heure, on a le pourcent de CPU pour voir si on fait des trucs sales avec nos programmes. On a une super interface qui dit ouais c'est génial, t'es en 1000, t'es en gigabit, c'est la fête. T'as ton IP pour pouvoir netcat des trucs sans complexe. Et
etc. etc. Bon, la doc est ici. Hein, si un jour il y a les slides en ligne, ce qui devrait arriver, vous pourrez cliquer dessus, c'est trop beau, c'est du latex. Et après, ben, là où on peut commencer à faire un peu de trucs fun, c'est que ce logiciel-là, quand on le met en format de sortie i3 bar, en fait, il sort du JSON. Et du coup, bah, on peut récupérer sa sortie avec genre du Python qui fait ça très facilement. Enfin, import JSON et voilà, vous avez la vie. Et du coup, bah, au lieu de faire juste un appel à i3 status dans votre config, faites i3 status et vous le pipez dans un wrapper que vous avez fait ou que vous avez pompé et modifié, par exemple là, c'est celle qui est donnée dans la doc. Et bah là, vous pouvez récupérer, rajouter vos trucs en faisant tout ce que vous voulez. Et, vous pouvez faire ça en autre chose que Python. Hein. Il y a de base sur le site un truc pour le faire en Bash, un truc pour le faire en Perl si vous avez envie, ou n'importe quoi si vous avez envie de faire du JSON. Et donc du coup, bah, juste pour finir un peu, deux conneries que je me suis amusé à faire quand j'avais pas envie de bosser mes projets. Bon, j'ai récupéré un super script de Serialk incroyable qui sert à ratp.epita.eu, qui sert à choper les prochains bus, prochains métros d'une ligne ou machin en 3 lignes, c'est génial. Du coup, je fais ça, je récupère quand on m'appelle, je récupère les données, je décode le JSON, je vais chercher le prochain 131. Bon, je fous ça dans un fichier pour pas faire des appels toutes les secondes, sinon la RATP va pas trop m'aimer. Et après, j'affiche juste, voilà, les prochains dans la barre i3, c'est joli. Et ça permet de pas rater les bus avec la magie de la RATP. Et puis ça, c'est quelqu'un qui me l'a suggéré et c'était assez marrant. C'est juste, je suis allé encore aller voir le code de SMStats qui traînait sur le Bitbucket de Delroth. J'ai viré 2-3 trucs qui servaient à rien pour moi. J'ai mis ça en Python 3 parce que bon, le reste c'était en Python 3. Et du coup, à la fin, on fait juste un petit len de toute la merde qu'il nous a donné. Et on a le nombre d'engins en SM connectés en ce moment. Voilà. Pour voir, genre, Netsu l'a cassé, il n'y a plus que 10 personnes. Oh, 300, c'est génial. Enfin bon. J'ai pensé à un moment à faire un truc pour stalker les gens de mon 42SH, mais bon, c'était un peu méchant. Bref. Du coup, si vous voulez pomper ce wrapper et avoir des trucs qui couent, c'est là sur mon Bitbucket qui ça traîne. Et puis 3 status, c'est trop beau. Et puis ce sera tout pour ça. Je vais juste vous parler vite fait de quelques projets annexes en fait de i3. Parce qu'en fait i3, comme dit, le code reste assez simple, il a peu de fonctionnalités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une API en JSON en fait qui permet de le scripter. Comme il en a parlé avant, donc en Python, vous pouvez faire des scripts pour automatiser votre création de workspace. Il y a des libs Python, du Perl, même du Bash si vous voulez, avec i3 messages. Il y a d'autres projets aussi. Tu peux, c'est bon. Ensuite, vous pouvez définir aussi des règles pour vos fenêtres. Parce que souvent, en fait, vous avez des fenêtres que typiquement, vous voulez pas qu'elles soient en mode tile. Vous lancez GIMP, vous avez une image flottante qui apparaît à l'écran, vous voulez pas qu'elle soit mise à côté de vos termes, tout ça. Donc vous pouvez définir des règles avec une sorte de regexp. Quick switch. Vous le bindez sur une touche. Vous voyez que vous avez un truc qui s'affiche en bas avec toutes vos fenêtres. Et en fait, c'est comme sous Pentadactyl, si vous connaissez, le mode buffer. Vous tapez un truc, genre par exemple, je vais taper WEE. Il va trouver que c'est WeChat. Je vais faire entrer, il va directement aller dessus. Vous voyez rien parce que c'est sur mon écran. Mais ça l'a fait. Donc ça peut être pas mal pour changer de fenêtre assez rapidement si vous perdez vos fenêtres tout le temps. Genre vous savez plus où est votre Firefox, vous savez plus où est votre lecteur PDF, Quick Switch, ça le fait en quelques secondes. Un autre truc, vous avez remarqué que j'ai foutu des icônes dans ma barre, moi. Donc ça, c'est pas par défaut, c'est un patch non officiel. Ça se trouve assez facilement sur Internet. Si vous tapez 3 barres patch pour les icônes, ça se trouve. Voilà, bon, moi j'aime bien les petites icônes, même si c'est pas super nécessaire. Il faut savoir que i3 de base aussi, il ne gère pas la transparence. Vous pouvez chercher sur Internet un patch pour i3 pour gérer la transparence. C'est pas très agréable à faire. Sinon, vous pouvez utiliser un Composite Manager. Voilà, c'est peut-être plus simple et ça ne marchera pas avec toutes les applications. Un autre truc, c'est quand vous installez i3, vous avez un binaire qui s'appelle i3 input avec. i3 input, c'est un programme assez bête qui va faire apparaître une fenêtre à l'écran. Ok, c'est mauvais écran. Bref, ça va apparaître une fenêtre à l'écran. Et en fait, il va juste demander de rentrer un texte. Et ce texte, il va sortir sur la sortie standard.
Le truc que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, vous pouvez renommer vos workspaces du coup avec ça. Par exemple, si vous êtes en train de, je sais pas, que vous êtes en révision, vous faites une matière par workspace et vous les renommez. Voilà, par exemple. Donc i3 rename avec i3 input, c'est un truc à connaître. C'est pas pratique. Et voilà, je sais pas si vous avez quelques questions, n'importe quoi, sur les trucs qui vous embêtent avec i3 ou n'importe quoi. Ouais. Quand tu l'as fait se déplacer. En fait, quand tu déplaces tes fenêtres, faut souvent prévoir son coup à l'avance. Quand tu déplaces une fenêtre, si tu veux pas de comportement où tu vois vraiment pas ce qui va arriver, déjà tu as un indicateur sur ta fenêtre pour savoir où elle va aller. En fait, si tu regardes bien sur ta fenêtre quand tu ouvres une fenêtre, bon, moi j'ai mes indicateurs de la même couleur parce que je m'en sers pas en fait. Mais en fait, tu remarqueras que tu as une bordure, soit celle du bas, soit enfin, celle de droite, celle de bas, qui va t'indiquer où la fenêtre va aller déjà. Elle a une couleur différente. C'est les deux derniers paramètres couleur dans le fichier de config. Donc ça va t'indiquer déjà si elle va aller là-bas et si elle va aller là. Et ensuite, en fait, souvent quand tu crées une nouvelle fenêtre, pour pas que ce soit le bordel, tu fais tes splits avant. Par exemple, si tu as une fenêtre là et une fenêtre là, tu vas sur l'autre, tu la splits en deux, puis tu crées ta fenêtre. Tu fais tes splits avant en fait, c'est plus facile comme ça quoi. Voilà. D'autres questions? Ouais, ouais. Je t'avoue que j'ai jamais essayé. Non, j'ai jamais essayé, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Enfin, pas mal de gens l'utilisent. Sinon, après, tu peux le faire à la main. Bon, c'est pas super agréable, bouger toutes ces fenêtres. Parce que, ouais, Sui 3, vous pouvez aussi. Je vais vous faire vite une démo très rapide. Ce que vous pouvez faire aussi, en fait, c'est que vous pouvez sélectionner le parent si vous voulez bouger des groupes de fenêtres. Si vous avez une touche, c'est Select parent. Donc là, par exemple, ça va sélectionner deux fenêtres d'un coup. Là, encore un étage en haut. En fait, vous remontez dans votre arbre. Là, je redescends dans mon arbre. Là, je remonte. Et en fait, donc, du coup, vous pouvez sélectionner plusieurs fenêtres d'un coup et tout bouger. Tout bouger. Donc, si tu veux bouger toutes les fenêtres d'un même workspace, tu spams la touche sélectionner parent. Au bout d'un moment, ça s'arrête parce que tu es à la racine du workspace courant et tu bouges tout. Ça, voilà. D'autres questions? Bon, après, il y a d'autres notions que je vais pas aborder, mais c'est pas forcément. Enfin, moi, je n'utilise pas trop. C'est mettre des marques comme sous Vim. En gros, vous taguez vos fenêtres et après, vous pouvez revenir dessus en faisant des jumps. Je trouve ça beaucoup plus pratique, le quick switch en Python, personnellement. Donc voilà. Non, c'est bon.